aussi, vous avez le sentiment que tout s'accélère? L'école, les enfants, le travail, la famille, les amis, les transports, les réseaux sociaux, les écrans? Aurions-nous perdu la maîtrise de notre temps? J'ai voulu confronter l'idée que l'on se fait du temps et l'expérience que l'on en a. Alors j'ai partagé le quotidien de 6 personnes. Elles ont chacune une manière différente de composer avec leurs contraintes et leurs aspirations. Moi, j'ai très peur du vide. Donc j'ai toujours envie de faire plein de choses, mais j'ai pas le temps de tout faire. On vit dans une urgence qui n'en finit jamais. Mais je ne suis pas partie de rien. Il y a quelques mois, Arte a conçu des questionnaires en ligne et ouverts à tous pour documenter les grands sujets du quotidien. Nous sommes 30 000 à y avoir répondu. Et à la question « Quel est le signe d'une vie réussie, avoir du temps ou de l'argent ?» nous sommes 98% à répondre « du temps ». Je ne sais pas si le temps s'accélère, mais nous en avons tous le sentiment. Pris dans cette course permanente, comment allons-nous individuellement et collectivement éviter la crise de nerfs? Je vais voir avec toi les commandes de la semaine. Du coup, ça c'est pour la tournée de mercredi et dessous, t'as tout pour jeudi. Nicolas Poirier est exploitant agricole et distillateur. Il produit du cidre en Bretagne. Vous finissez de ranger et puis après, il y en a un qui va aller étiqueter du cidre. Et puis il y a aussi le verger à tondre. Ok, ça marche. Oh là là! Alors là, Qu'est-ce que c'est que ça? les gars sont en train les bouteilles sont sorties de la cave ce matin, donc on est en train de les laver et ensuite on est en train de les étiqueter et les mettre en carton prêtes à expédier chez les clients. Et on a l'idée de ce que ça représente en termes de productivité, là? Alors là, on est à 1200 bouteilleurs. Ah oui, donc c'est quand même assez productif, on n'est pas... Les journées sont longues, on a toute l'année du travail parce que on n'est pas que producteur de pommes, on transforme, on a toute la transformation à assurer. Et puis après, toute la commercialisation, parce que j'ai choisi sur mon exploitation de faire du circuit court. Nicolas, en fait, tout a changé en 2 générations? Évidemment, avec le machinisme agricole qui a été développé depuis les 50 dernières années, nous permet d'aller beaucoup plus vite sur beaucoup d'étapes de la fabrication. Donc on a gagné du temps et on est capable de produire peut-être plus de bouteilles que ce que les anciens pouvaient faire avec le même temps? Le même temps. Notre monde s'est bâti sur l'idée que la croissance était synonyme de progrès. Quand la productivité est forte, la production monte. On embauche, les salaires augmentent, la durée de travail diminue, ce qui augmente d'autant les loisirs. En somme, productivité, cela veut dire meilleure vie pour tous. L'hôpital n'a pas été préservé de la course au rendement. Le temps des soignants n'est pas seulement rythmé par les échos du pouls des patients. Bonjour monsieur, comment ça va? Vous m'entendez? Lila Boadma est médecin au service de réanimation de l'hôpital Bichat à Paris. Donc elle a 3 causes, le palu, la néphrite, la colite. Parce que tu as dit, effectivement, on est élargi parce qu'on n'avait pas encore les identifications des bactéries. On a gardé ça en tête, je ne sais pas ce que c'est. Ils ont prélevé le péricarde? Ils ont juste fait du liquide, a priori pas de biopsie, si j'ai bien compris. Et finalement, on ne lui a pas fait d'examen général en recherche d'infection. Donc on a demandé un PET scanner la semaine dernière, il y a eu un problème de technicien, on n'a pas pu l'emmener, le rendez-vous est toujours en attente. Votre journée elle a commencé à 8h ce matin. Là, il est quasi 15h, vous n'avez toujours pas déjeuné. On voit bien qu'il y a aussi quelque chose qui est un rapport au temps dysfonctionnel où on oblige à une pratique qui est problématique, même en termes de sécurité. Oui, c'est vrai que 24 heures de garde, puis revenir finalement un petit peu de repos et puis revenir le lendemain, ça reste trop. Voilà. Et puis, c'est un travail de jour, de nuit, c'est un travail de week-end. Alors, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a aussi une responsabilité qui est celle que j'ai appris la médecine, on m'a appris la médecine, et que je dois rendre ça. Je ne peux pas complètement me dire, oui, je vais passer tant d'heures à l'hôpital et puis ce ne sera pas plus. Je me sens quand même responsable de ça. Et c'est ça qui fait que
malgré tout, et même si je voulais diminuer, je suis quand même obligée et redevable de ce qu'on m'a appris pour le rendre aux patients. Vous le dites, vous êtes redevable parce que vous êtes face à vos patients, mais à un moment, ça implique aussi de tirer les limites de son corps et de tirer les limites. Ah, mais je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas que dans notre profession, on a atteint un certain nombre de limites physiologiques. On a de plus en plus de tâches, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, si vous acceptez, vous pouvez travailler 24 heures sur 24 parce que vous pouvez aller faire un topo, un cours, etc. Donc ça ne peut jamais s'arrêter. Il faut apprendre à dire non et honnêtement, c'est assez mal perçu, à vrai dire. Hein, parce que dans une profession comme la nôtre, si vous dites non à quelque chose qu'on vous propose, qui est un topo, qui est souvent assez prestigieux, c'est perçu comme de la fainéantise, un petit peu. Enfin, on est encore dans ce dogme-là. Un certain nombre d'entre nous sont en burn-out. Et ça peut arriver à n'importe qui. Il ne faut pas se croire super puissant. Et donc, il faut, à un moment donné, un petit peu rééquilibrer les choses. Ouais. Au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par an. Aujourd'hui, en moyenne, 1500 heures. Et c'est toujours trop pour 45% d'entre nous. David Le Breton est anthropologue et marcheur invétéré. Il vit à Strasbourg. Qu'est-ce que ça vous fait de marcher ? Marcher, c'est une respiration, c'est une manière de reprendre un temps à soi, un temps pour soi, ne pas laisser le temps vous prendre, mais prendre votre temps. C'est une manière de rattraper le temps ? Oui, ou de le ralentir. De le ralentir. Parce qu'il va trop vite ? Même le temps de quelqu'un comme moi qui a beaucoup écrit sur la lenteur, la marche, etc., c'est quand même un temps pressé d'une certaine manière. Donc vous aussi, finalement, vous êtes prisonnier de ce temps. Je le crains. On est aujourd'hui dans une forme de civilisation du zapping où on ne prendrait le temps de rien, sachant qu'on n'a jamais eu autant de temps. Et qu'il serait quoi ? Urgent de ralentir, sauf à entrer dans une forme d'épuisement du monde, d'épuisement de nous-mêmes. Il y a un productivisme absolument permanent qui fait qu'on est toujours sur le qui-vive. Donc on est toujours finalement dans ce sentiment de louper quelque chose. On n'a jamais eu autant de... On parle d'épidémie de fatigue, d'épidémie de burn-out. Le mal de vivre est omniprésent partout autour de nous. Donc on en paye le prix finalement de cette urgentification de nos sociétés contemporaines. Mais on voit bien que ça ne produit absolument pas de bonheur. Le bonheur, il est ailleurs, il est toujours ailleurs, il faut toujours courir après. C'est en ce sens d'ailleurs que la marche connaît aujourd'hui un succès sociologique absolument prodigieux dans le monde entier. Aurait-on oublié l'enseignement de La Fontaine ? Dans Le lièvre et la tortue, c'est pourtant bien la tortue qui gagne. On est dans le chai de vieillissement, Nora, ouais. Où je vais faire vieillir mes eaux de vie et mes pommeaux de Bretagne en appellation d'origine contrôlée. Et là, ça vieillit combien de temps Alors, la plus vieille eau de vie qu'on a dans ce chai, c'est de l'eau de vie qui date de 2004 et le plus vieux pommeau, 2003. Là, il y a deux temps qui se confrontent. Il y a le temps, l'immédiateté, c'est-à-dire que j'ai des clients qui veulent absolument les bouteilles, sauf que pour fabriquer un bon pommeau de Bretagne, il me faut 5 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez deux temporalités qui se percutent ? Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi pour une entreprise comme la vôtre ? Qu'en fait, à un moment, il faut accepter de laisser passer le temps et tant pis pour les commandes ? Alors, c'est pas tant pis pour les commandes, c'est juste qu'il faut qu'on soit pédagogue avec nos clients, qu'on leur explique que la qualité d'eau de vie et de pommeau qu'on fabrique, s'ils souhaitent qu'on la maintienne dans le temps, il faut accepter aussi cette temporalité-là et ces durées de vieillissement pour préserver cette qualité. Aujourd'hui, on est dans une forme d'immédiateté. Le consommateur, il veut et il veut tout de suite. Oui, c'est ça. Commande livrée dans l'heure, info en continu, réunion Zoom avec le bout du monde. La société de l'instantanéité nous fait dérailler. Jonas Geisler est essayiste et coach en gestion du temps à Munich.
Also Susanne, schön dich zu sehen. Absolut. Seit dem letzten Modul ist ja ein bisschen Zeit verstrichen. So zum Einstieg, wenn du Lust hast, könntest du ja erstmal so deine Zeitherausforderung, was du machen wolltest. Absolut. Ich glaube, mein Thema war tatsächlich hauptsächlich, dass es darum ging, in der Flut des Alltags, und da ging es dann tatsächlich herauszufinden, einfach mal auch eine Pause zu etablieren. Das war wichtig, um auch mal durchzuatmen im Alltag, aber auch zu gucken, wo setze ich Prioritäten im Alltag. Also ich habe jetzt rausgehört, so einmal hattest du ganz am Anfang gesagt, es geht um bewusst Pausen einhalten und halt nicht durcharbeiten. Also klingt so ein bisschen, das voneinander zu trennen und nicht so ein Potpourri, alles gleichzeitig. Zeit, Konzentration und Team und dies und Pause, so dann, also die Wirkung entfaltet es erst, indem man das voneinander trennt und eigentlich vom Gleichzeitigen wieder zum Sequentiellen kommt. Jonas, en quoi ça consiste de coacher les gens pour gérer leur temps? Das ist eine Form von Beratung, die Menschen hilft, sich den Umgang mit Zeit bewusster zu machen und bessere Zeitentscheidungen zu treffen. Und wenn ich immer sage, Zeit ist nie genug, sie vergeht, ich muss sie sparen, managen, in den Griff bekommen, schauen, dass ich sie nicht verliere, ist eine sehr starke Mangelsicht. Man könnte auch sagen, hey, Zeit kommt jeden Tag nach, ja? Für jeden gleich viel. Zeit ist gar nicht knapp, jeder kriegt jeden Tag 24 Stunden. Diese Sätze, ich habe keine Zeit, tut mir, das ist eine Lüge. Wir haben alle Zeit. Die einzigen, die keine Zeit mehr haben, die liegen auf dem Friedhof. Dann hat man keine Zeit mehr, weil Zeit ist Leben. Also zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe dafür keine Zeit oder wofür habe ich denn Zeit? Also es positiv wenden. Ja? Dafür nicht, aber dafür nehme ich mir jetzt Zeit. Das könnte schon mal einen Unterschied machen. Es gibt diesen schönen Spruch, versuch abends nicht als schuldiges Subjekt ins Bett zu steigen. Ganz häufig haben die Leute ein schlechtes Gewissen, weil man hätte noch mehr in den Tag packen können, noch effizienter und noch, es ist nie genug, sondern Gelassenheit, Leichtigkeit zu entwickeln, sagen, hey, es reicht. Wann reicht's auch? Encore, oui. Dans votre métier, il y a une part d'urgence et vous avez affaire à des patients. Mais est-ce qu'il faut ralentir dans un service qui doit justement faire gagner du temps? Alors, bah, oui, c'est en parallèle. C'est-à-dire que l'urgence, elle ne va pas pouvoir attendre. Mais en même temps, si on veut bien soigner les malades, je pense qu'il faut aussi prendre du temps pour soi. Sinon, si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas soigner bien les gens. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il faut ralentir pour être le plus efficace possible. Ça veut dire que pour être efficace, il faut du vide. Ouais. Il faut perdre du temps pour en gagner. C'est ça que je me dis. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent.